Barala, la RCA, Barala, l'Afrique, Barala, le monde. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver ce soir pour cette autre édition spéciale Bangui. Voilà donc, qu'est-ce qui explique aujourd'hui la situation sécuritaire en République centrafricaine? Comment expliquer la présence des groupes armés dans le pays depuis plusieurs années et surtout, qui finance ces derniers? Qui finance ces derniers? Qui fournit les armes à ces groupes rebelles? Important tout de même est aussi de rappeler, chers téléspectateurs, que depuis la prise de pouvoir par le président Faustin Archange Touadéra, l'autorité de l'État a quand même pu s'imposer à travers tout le territoire et bien sûr le gouvernement actuel a pu approfondir la sécurisation du pays. Mais justement, puisqu'on parle de sécurité, aujourd'hui on s'intéresse général de Foyo Média et les téléspectateurs verront tout simplement où nous déposerons les valises et c'est le lieu de remercier le partenariat initié avec la télévision nationale centrafricaine et naturellement la radio nationale qui ont accepté de nous héberger dans le cadre de cette grande mission qui se veut salvatrice et je pèse mes mots. Après la transition, on revient. Et bien sûr, merci de nous retrouver une fois de plus, Sike Doumbé. On va faire découvrir rapidement notre plateau. On a accusé un tout petit retard. Très rapidement, Passion Parfum d'Homme, vous êtes avec nous ce soir. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir, la grande prêtresse du panafricanisme, Sike Doumbé. Vous êtes une princesse au sang bleu. Ce n'est pas seulement réservé aux autres, parce que vous avez montré votre amour pour ce continent, vous avez montré votre amour pour le peuple africain et un amour débordant pour le peuple centrafricain. Et c'est un honneur pour moi de partager ce plateau avec votre complice de toujours, le grand maestro Mohamed Bachir Ladan. Assalamu alaikum. Merci beaucoup pour vraiment nous avons honoré pendant cette longue semaine de débat. Et merci particulier au promoteur de For You Media qui a eu cette astuce, n'est-ce pas, ce flair de partager avec nos frères africains à travers la télévision nationale et la radio nationale ce grand moment d'échange, ce grand moment de réflexion, mais c'est aussi ce grand moment d'espoir. Merci pour, une fois de plus pour toute cette semaine et pour cette invitation de clap de fin. Clap de fin, belle émission certainement, puisque nous parlerons d'une question cruciale, la sécurité, mais en s'interrogeant sur le partenaire idéal. Et on le sait naturellement, c'est un secret de polichinelle que la venue d'un type de partenaire a permis d'avancer en comparaison à d'autres. C'est pas à moi de le dire, nos panélistes le diront. Docteur Yamb Timba, bonsoir. Bonsoir Mohamed Bachir Ladan. Écoutez, je suis content que vous m'ayez invité une fois de plus. Pour le clap de fin, comme le disait Patient Parfait. Ah, déjà. Ça va vite. D'accord. Dans tous les cas, ça a été un bon voyage. De dimanche jusqu'à aujourd'hui. J'espère que nous avons contribué à éclairer un certain nombre de choses, mais surtout, je pense que nous avons beaucoup appris. Et le peuple centrafricain est d'une fertilité et d'une agilité intellectuelle et sociale qui m'ont impressionné. Et j'ai bien retrouvé là les traits caractéristiques de tous les Africains, ce qui me conforte dans l'idée que panafricaniste donnerait à notre continent la puissance, la capacité et qui permettra à son initiative historique qu'il reprend aujourd'hui de retrouver sa place dans le concert des nations et au niveau du leadership international sur la plupart des questions, parce que les attentes sont désormais bien connues, les blocages sont clairement identifiés, les solutions sont esquissées. Je crois qu'il ne reste plus qu'à tous les Centrafricains, mais également à leurs partenaires qui ont très bien compris qu'est-ce que les Centrafricains attendent d'eux, de pouvoir réaliser ce qu'il y a à réaliser afin que nous puissions vivre mieux et que le miracle économique promis par le président Touadéra puisse se réaliser. Merci à vous, Dr Yamb Timba, président Bandakani aussi ce soir. Bonsoir.
Bonsoir, Madame Manola Siké. On vous appelle la prêtresse du panafricanisme. Vous le méritez. Merci. Vous êtes des figures journalistiques d'un genre nouveau. Vous avez innové dans le concert médiatique. Et vous n'avez pas seulement innové, vous avez imposé un nouveau style qui en réalité est le vrai journalisme. Vous en êtes devenu une des figures majeures. Et votre co-présentateur, il en est le même pour son cas. Vous êtes désormais, vous incarnez un type de journalisme révolutionnaire au sens noble du mot. Quand on regarde la situation des médias dans le monde, ça se passe de commentaires. On mesure la qualité, n'est-ce pas, de votre trajectoire. Je vous remercie de m'avoir invité. Je voudrais saluer mes copanélistes, Parfait d'Homme, Yam Timba et l'autre illustre panéliste que vous allez présenter. Je voudrais dire au peuple centrafricain, Bamuna ala Singila. Pour tout ce qu'on nous a, tout cet accueil qu'ils nous ont réservé. Bamuna ala Singila, Bamuna ala Singila aux autorités de ce pays, qui démontrent, n'est-ce pas, leur attachement, et alors un véritable attachement à la démocratie. Ce ne sont pas des mots. Si vous n'êtes pas un vrai démocrate, vous n'invitez pas les panafricains, vous n'accueillez pas les panafricanistes, vous ne les accueillez pas. Il y a des pays où les portes nous sont fermées. Bien sûr. Parce qu'il n'y a pas de démocratie. Mais pourtant, il y a la démocratie occidentale, de type occidental néocolonial. Donc, Bamuna Lasinga, toute cette autorité, à nos amis de l'opposition centrafricaine que nous avons invités, ils ne sont pas venus. Ça ne sont pas nos ennemis. Nous les disons Bamuna Alasingila parce que d'une manière ou d'une autre, elle continue à l'avancée, n'est-ce pas, de ces pays et de l'intelligence africaine. Bamuna Alasingila aux techniciens. À cette maison, ce média d'État qui nous accueille. Ça a été des moments extraordinaires, extrêmement chaleureux. Vraiment, je voudrais faire un clin d'œil et je pense que ce n'est qu'un commencement. Voilà. Merci à vous, Président Bandakani. Vous l'avez dit, illustre invité, le dernier. Eh bien, moindre, il s'agit de Serge Espoir Matomba, le président directeur général de Foyo Média, sur ce plateau, certainement pour la dernière. Il était là à l'ouverture, il a dit à tout le monde le cap sur lequel nous devrions évoluer. Eh bien, on l'accueille d'abord dans ce sens-là. Bonsoir, Président. Bonsoir, je dirais Barala. Barala. Tout le peuple centrafricain et Barala tous les Africains qui nous regardent en ce moment. Je profite de cette parole pour saluer mes copanélistes. Je crois qu'il y a quelque temps encore, nous étions sous les cieux du Mali, comme vous l'avez si bien rappelé dans votre propos introductif. Et je voudrais ici profiter de votre antenne pour remercier, n'est-ce pas, tous ces peuples africains qui accompagnent cette nouvelle dynamique. Parce que, comme vous le savez très bien, après la Centrafrique, les valises se déposeront dans un autre pays. Et c'est une dynamique qui voudrait que nous puissions participer, n'est-ce pas, au débat interne de chaque pays africain, que l'exclusivité ne soit pas donnée aux médias occidentaux, comme c'est généralement le cas. La tristesse voudrait que nous puissions constater que lorsque les médias occidentaux tendent les micros, certaines personnes de l'opposition comme du pouvoir courent pour donner leur voix. Et lorsque ce sont des médias africains, ils ne sont pas disposés, ils trouvent des excuses. Et pourtant, l'Afrique doit se construire par des Africains. L'Afrique doit être repensée par des Africains et la contribution des Africains doit, n'est-ce pas, être connue, tant sur le plan médiatique, sur le plan politique, économique et autres, mais surtout définie par les Africains. Donc je voudrais vous dire à vous, merci et merci à toute la Centrafrique. J'espère que
le partenariat pourra continuer tant avec la télévision nationale comme d'autres médias centrafricains, parce que nous sommes ouverts. Vous savez que les démarches, nous avons eu quelques temps quand même pour être acceptés, pour que la télévision nationale accepte ce partenariat. Ça n'a pas été facile, mais nous leur disons à toute la direction générale merci, à tous les techniciens merci, et nous espérons que nous aurons aussi, n'est-ce pas, dans les prochains pays, ce type de facilité. Merci donc à vous, Président Matomba. Oui, Président Bandakani. Ce qu'il vient de dire, oui. C'est quand même extraordinaire. C'est ça qu'on est obligé de faire, que une certaine frange des populations africaines trouve normal que des médias occidentaux s'installent chez nous, déversent leur poison, ont des contrats d'exclusivité, ils sont ici même plus que chez eux. Ouais. C'est-à-dire c'est devenu, on trouve normal que les médias occidentaux, RFI, France 24, sans publicité, on parle même que ce sont des médias africains, c'est quand même terrible. Mais il y a une hostilité envers les médias africains. Je le dis, qui n'est pas compréhensible, on ne doit pas expliquer. Mais c'est quand même terrible, c'est incompréhensible ça. Vous ne verrez pas ça ailleurs. Allez en Chine, allez partout, allez en Russie, allez même en France. Allez regarder le sort qui est réservé à des médias africains quand ceux-ci essaient de s'installer dans le paysage français. Ouais. On les détruit systématiquement et ils sont détruits par l'initiative de l'État. La Télé Sud est un exemple, c'est pas le seul. Mais ici chez nous, ils sont nous, les médias africains qui sont perçus comme exemple extrêmement avancé, qui doit cesser. Et par rapport à ça, il faut qu'on soit clair. Hein. Nous ne commandons pas. On ne commande pas le chez-soi. Mais nous sommes les Africains. Il n'est pas normal que des étrangers soient à l'aise chez nous. Et nous, pour l'Afrique, il faut que ça soit de la mer à boire. Si on veut s'intéresser à ce qui est en Côte d'Ivoire, on nous dit que vous n'êtes même pas des Ivoiriens. Ou vous vous intéressez à la fin du Niger, on vous dit que ça ne vous concerne pas. Ou vous parlez du Tchad, on dit que ça ne vous concerne pas. RFI, France 24, les médias étrangers, les États occidentaux. Mais il y a là une situation qui est quand même grave et qui nous amène et qui renforce davantage dans le cadre de ces missions qui vont continuer, qui vont se multiplier justement pour casser cet état de fait, n'est-ce pas, et installer dans l'entité. Informe pas à France 24 ou à RFI. Merci. Pour me donner, pour rassurer que nous sommes en train de... Nous avons obligatoire d'avoir de l'information, mais de l'information traitée par les Africains. Merci à vous, Président Matomba, Président Bandakani. Vous faites bien de le dire. C'est bien sûr, je veux dire peut-être obligatoire de informer les par vous sur cette question. Par vous sur cette question, la question sécuritaire en République centrafricaine. Elle intéresse tellement. On a présenté toute cette semaine la République centrafricaine sur toutes ses formes, sur le plan économique, sur toutes ses formes politiques. On sait également que c'est un pays qui accueille sur son sol plusieurs partenaires étrangers sur l'aspect sécurité. Mais on ne comprend pas pourquoi ce pays est toujours enclin ou alors est victime des attaques des groupes armés, même s'il faille également le rappeler, comme on l'a dit à l'introduction, que le gouvernement en place a pris quand même des mesures pour justement prendre la main sur le pouvoir et instaurer justement son autorité et mettre en déroute les groupes armés. Mais aujourd'hui, France, Russie, Rwanda et bien d'autres pays, qui peut être bien, on va aller directement, pour la République centrafricaine? Je commencerai par dire merci à cette nouvelle
initiative africaine qui a permis à la Centrafrique d'avoir à sa tête un véritable leader qui a pu constituer autour de lui un leadership de construction sociale. C'est quelque chose d'extraordinaire d'être dans cette ville de Bangui, dont les images ont traumatisé plus d'un Africain. Oui. Ce fut de véritables cauchemars, des nuits cauchemardesques pour beaucoup d'entre nous, au vu de ce qui se passait ici en Centrafrique, et spécialement dans cette ville de Bangui. Qu'on soit là aujourd'hui, à voir les gens vaquer à leurs occupations, à voir l'économie redécoller, à voir les enfants de nouveau aller à l'école, l'administration se déployer partout, pratiquement sur le sol centrafricain, qu'on a l'impression qu'il y a une véritable vie sociale et même politique avec des dynamiques plus ou moins contradictoires. Je pense qu'il est grand temps de dire aux Africains, l'Afrique sera ce que nous aurons voulu qu'il soit, cette Afrique-là. Le Centrafrique sera ce que les enfants, les filles et les fils de ce pays voudront effectivement qu'il soit. On peut vraiment comprendre que de temps en temps, qu'il y a des antagonismes, c'est tout à fait normal. Ça fait partie de la vie. Mais il ne faut pas oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est de mettre un point d'honneur à accorder une valeur à la vie. La vie des Centrafricains, comme la vie des Africains, doit retrouver sa valeur. Pourquoi? Parce que dans le passé, même récent de la Centrafrique, on avait fait un constat, la vie n'avait plus de valeur. La vie n'avait plus de valeur. Et pourtant, il y avait sur le sol centrafricain un maître colonial qui depuis des décennies, même avant la période des indépendances, était présent en Centrafrique, avec des forces armées, qu'on avait par le biais de bases militaires. Donc, proposait à la Centrafrique de lui sous-traiter et sa sécurité, et même son propre développement sur le plan économique. Mais quand on regarde toute cette période, les dividendes sont lesquels? Ce fut la misère, le bilan nul complètement. La misère, la pauvreté, les maladies, les guerres incessantes, ponctuées par des périodes de guerre incessantes. Au point où le Centrafrique a été incapable d'assumer les fonctions régaliennes d'un État. C'est-à-dire protéger ses citoyens, protéger son territoire, organiser une vie sociale, économique et politique d'un certain niveau et promouvoir le bonheur pour ses filles et ses fils. Cela ne fait pas possible parce que, justement, ces alliés-là, et cet allié principal, qu'est la France, avait décidé de faire la Centrafrique le cœur des ténèbres. Le cœur des ténèbres. Sinon, expliquez-moi comment, dans ce pays-là, qui a eu des héros, des martyrs, des icônes qui ont été capables d'inspirer l'ensemble pratiquement du monde noir en lutte pour sa souveraineté, pour sa dignité, nous a donné ce résultat que je viens de décrire, une véritable catastrophe où chaque Centrafricain se demandait à quoi cela servait d'être un être humain. Mais depuis le magistère de ce leadership éclairé, le président Fossé Akouan-Touadéra, on a vu ce qu'on a vu. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord. Les faits sont là qui parlent. Les faits parlent. Donc je pense qu'il ne faut pas qu'on tourne en rond. Il faut appeler un chat un chat. Donc moi je mets les pieds dans le plat et je dis, ce colonial master a été extrêmement nocif pour l'évolution des peuples africains en général et des peuples de Centrafrique en particulier. Il a refusé toute humanité à ce peuple-là. Donc les faux débats que j'entends de gauche à droite, et là encore, même encore il y a cela quelques jours, la rengaine a été reprise en attaquant la Centrafrique justement, et cet allié aujourd'hui, la Russie. Je rappelle aux Africains, à titre de rappel, que le partenaire nouveau de la République centrafricaine, qui est la Russie, et là aussi, chapeau à nos frères du Rwanda, chapeau à nos frères du Burundi, chapeau à nos frères du Cameroun, à qui nous disons vraiment merci
pour le sang de sacrifice, même à nos frères de Gabon. Donc on connaît le complot qui a été conçu de toutes pièces pour évacuer les forces de l'encadrement sécuritaire de ce pays. Nous disons en toute honnêteté que il y a quelque chose de fondamental qui est en train de se créer. C'est ça le panafricanisme. Les Africains comprennent de plus en plus que quand un Centrafricain tombe, c'est un Camerounais qui est tombé. C'est un Sénégalais qui est tombé. C'est un Ivoirien qui est tombé. C'est un Kenyan qui est tombé. Cette prise de conscience africaine qui nous lie par rapport à notre passé commun, qui était fait d'esclavage, de colonisation, de crachats, des golubets, des insultes, de l'élimination physique de nos héros et martyrs, de ceux qui auraient pu allumer la torche pour montrer la voie au plus grand nombre. Ce passé commun, cette prise de conscience-là, de cette réalité historique, pousse aujourd'hui la plupart des Africains, au-delà de la mèche que nous avons allumée, ça fait plus de 10 ans sur le plan médiatique, mais bien avant nous, évidemment, ils ont bien compris que cette affaire-là concerne l'affaire de l'homme, de l'Africain en particulier, mais de l'homme noir en général. Parce que justement, ce nouveau paradigme qui se crée en Centrafrique va changer complètement le regard du reste du monde sur l'homme noir. Donc le Centrafrique ne se bat pas seulement pour son peuple. Il se bat d'abord pour changer le regard des autres peuples du monde sur l'homme noir. Et c'est ça le fondement de cette formidable bataille. Donc je pense sincèrement que il faut avoir le courage de dire à cette France coloniale qui continue par le biais de l'entretien des rébellions sur la bande sahélo-sahélienne, ici en Centrafrique, sur la base de la manipulation des contradictions ethniques pour opposer les Africains, sur la base de la division de certaines élites qui ne comprennent pas justement le sens de cette évolution que nous voulons pour préparer le chemin pour nos enfants et petits-enfants demain, qui préparent justement le travail de sape pour continuer à avoir des élites complexées. Quand quelque chose n'a pas été expérimenté à Londres, à Washington ou bien à Paris, cette chose ne peut pas avoir un caractère, n'est-ce pas, noble et applicable chez nous. Donc, nous ne nous méprenons pas et nous disons, la Russie, prenons son cas de manière exceptionnelle, une seule seconde, s'il vous plaît. Pendant la guerre qui a opposé l'Éthiopie à l'armée coloniale italienne, vous vous souvenez de la bataille d'Adwa, où l'armée coloniale italienne fut défaite par les troupes éthiopiennes. Quand vous regardez tous les dessins, mais même il y a même certains tapis qui sont dans les musées, par exemple en Allemagne, vous allez voir l'armée éthiopienne avec des canons. L'Éthiopie ne fabriquait pas des canons. C'est ce qui avait offert gratuitement ces armées-là. Pratiquement tous les mouvements de libération africaine dans les années qui ont précédé nos indépendances se sont fait accompagner par le soutien massif de la Russie. Tous les partis politiques qui se sont battus pour l'indépendance de leur pays ont accompagné la Russie. Mieux, pour l'apartheid et accélérer l'indépendance des pays comme la Namibie, il a fallu qu'il y ait cette confrontation majeure qui s'est passée en Angola. C'est une bataille de Kuto Kanavali entre les forces racistes. Il a fallu le soutien de la Russie et évidemment accompagné par cela par les soldats armés du grand camarade El Commandante Fidel Castro pour mettre à genoux ces forces racistes qui voulaient faire de l'Afrique justement un espace où l'homme noir ne devait pas avoir sa place. Et pour cela, nous se sommes de dire merci à ce vaillant peuple russe, qu'en déplaise aux autres. Et nous disons à tout le monde, nous sommes nous sommes contents d'avoir la Russie comme alliée, mais pas parce qu'aujourd'hui nous sortons d'un esclavage pour un autre. D'autant plus qu'eux n'ont jamais colonisé un pays africain. Ils ont toujours été à côté des peuples qui sont battus pour leur indépendance et pour leur liberté. Donc c'est une coopération gagnant-gagnant. Ce qui ne fut pas le cas avec la France, ni hier, ni aujourd'hui, ni dans leurs intentions que nous voyons aujourd'hui pour demain. Merci, patient parfait d'homme. Merci. Eh bien, docteur Yambé Timba, avant peut-être de vous interroger sur des partenaires est le mieux pour la RCA, etc., etc. Comment est-ce que vous évaluez la coopération sur le plan sécuritaire qu'il y a eu entre Bangui et son partenaire traditionnel, je vais dire la France?
Je ne suis pas sûr que la France soit un partenaire pour la RCA. Ils ont fait leur présenté, en tout cas. Il faut qu'on s'entende sur le sens. Mais au moins... des apports mutuellement bénéfiques. Je me demande bien ce que la France a apporté de bénéfique à ce pays. Quoi ? 60 ans de colonisation, 1899-1959, 70 ans de néocolonialisme, 1959-2022. La France a apporté quoi ? Tellement de coups d'État réussis, tellement de coups d'État avortés, tellement de tentatives de coups d'État donc, tellement de blocages au niveau institutionnel, l'achat des consciences qui bloque le développement du pays, l'impérialisme linguistique qui fait qu'au lieu que le sango soit la langue d'administration et d'éducation, c'est plutôt le français. Qu'est-ce que la France a apporté à ce pays, au fait? Vous semblez dépeindre un tableau tout noir. Est-ce qu'il n'y a pas du bon? Et je repose la question. Et puisque le matin, quand on l'a posé, le président Badakani n'était pas trop d'accord avec cette question. Alors, quand vous dites qu'est-ce que la France a apporté à la RCA, on peut quand même voir qu'à un certain niveau, il y a des choses qui sont palpables. Quoi? La France a construit quelques écoles ici, s'il vous plaît. Non, la France... Non, vous savez, nous devons prendre la chose... D'abord, c'est pas un tableau noir. Moi, je suis noir, donc ça peut pas être un tableau noir. C'est un tableau qui est pessimiste, c'est un tableau sombre, mais c'est un tableau factuel qui montre clairement comment un espace, comment un peuple a été détruit. Parce que si je rentre dans l'histoire et je commence la bataille qui a opposé Gansfeld, en fait c'est un Anglais qui arrive ici le premier, hein, c'est pas les Français, en 1895. Alors si la bataille qu'il oppose aux Français, d'abord aux Belges, parce que les Français arrivent en troisième lieu en réalité. Il arrive en 95, je crois que le Belge arrive en 96 et puis les Français sont là en 98, 99 et il y a une bataille qui les oppose et ensuite donc ils s'entendent. Parce que eux ils savent s'entendre. Quand il faut dépecer l'éléphant qui est tombé, ils savent s'entendre. Le fauve qui était tombé, c'était pas un éléphant, c'était un fauve qui était tombé et on l'a dépecé, ils se sont entendus. J'essaye de regarder, je ne vois pas du tout. Parce que en même temps, l'arrivée de la France ici, coloniale, la France coloniale, succède, si vous voulez, à 5 siècles d'esclavage. Et donc, tout ce temps-là, il y a eu ce qu'on appelle l'arrêt du développement des forces productives. Les forces productives, c'est juste caricature, je ne vais pas rentrer dans les détails de manière rapide, c'est la scolarisation, c'est la recherche, c'est la formation, c'est la production agricole, industrielle, tout ce qui satisfait les besoins des hommes en société, se loger, se nourrir, se vêtir, etc. Donc il y a eu cet arrêt, l'arrêt du développement de ces forces productives, et il se trouve donc que entre 1899 et 1959, ça s'est plutôt accéléré. Il faut considérer que ça s'est accéléré par un certain nombre de choses lugubres, graves, terribles. Le génocide qui a décimé la moitié de la population de ce pays entre 1928 et 1932 dans le cadre de la guerre du Congo-Wara, les luttes et tout ce qui s'en est suivi juste pendant la période où Boganda et Abel Ngumba se battaient pour l'indépendance de ce pays, sans compter le fait que depuis le président français, mais en fait à tout l'Occident, le fait que nos femmes puissent avoir 8-9 enfants en moyenne, eh bien vous constaterez qu'il y a quand même une difficulté, c'est que la population ne croît pas aussi vite qu'on s'y attendrait si vraiment tout le monde faisait 8-9 enfants, tout au moins en moyenne. Pour quelle raison? En réalité, il y a un lissage démographique que subit un pays comme le Centrafrique du fait de
du fait de ce que l'État n'a pas la capacité d'investir suffisamment. C'est-à-dire qu'en fait, il ne peut pas relancer la machine productive à cause d'un manque de ressources chroniques liées notamment au franc CFA. Liées par ce fait-là, donc du fait de ce que l'État ne le peut pas, la formation n'est pas forcément la meilleure qui soit ou celle que les autorités auraient aimé avoir en Centrafrique. La qualité des soins de santé n'est pas nécessairement celle qu'on espère, d'où une mortalité très élevée et une prévalence extrêmement importante de certaines maladies, particulièrement les IST, dont les responsabilités peuvent être trouvées parmi justement toutes les forces de sécurité qui traversent le Centrafrique depuis une trentaine d'années. Et vous trouverez le fait que, par exemple, l'État n'arrive pas à investir dans l'agriculture, des choses de ce genre, pour nourrir la population. Donc, vous avez un lissage démographique qui s'ensuit et qui fait que la population n'évolue pas vite. Mais vous n'allez quand même pas croire que les Centrafricains, ils n'aiment pas avoir des enfants. Mais en fait, quand vous avez vu tout ça, quand vous avez mis tout ça bout à bout, quelle est la conclusion que vous tirez? La conclusion que vous tirez est que le bilan est atrocement négatif. Le bilan de la présence française est atrocement négatif en Centrafrique parce que malheureusement ce pays-là n'avance pas. Ce pays est englué dans des conflits terribles, dans des contradictions terribles. Ce pays-là se retrouve avec des personnes qui sont des aliénés. Comme dans la plupart des pays, on parle le français et on utilise le français. Enfin, il y a énormément d'aliénés dans ces pays-là et des personnes qui n'ont pas une vision de la liberté qui puisse les lever. Et donc, forcément, vous avez, in fine, ce qui justifie ce bilan atrocement négatif, c'est que vous avez quand même là un pays qui a tué l'ADN ou qui a essayé par tous les moyens ou par tous ces moyens qu'on a cités et par beaucoup d'autres qu'on n'a pas pu citer, qui a essayé de tuer l'ADN des civilisations que l'on rencontre sur ce territoire. Donc, totale responsabilité justement à ce partenaire qu'est la France. Partenaire entre guillemets, oui. Bien sûr, c'est une responsabilité totale parce que c'est ce partenaire qui a conçu l'échec du Centrafrique. Vous savez, je répète quelque chose. Oui. Nous devons mettre tout le monde devant ses responsabilités. Il y a des responsabilités principales et ultimes, et il peut y avoir des responsabilités secondaires opérationnelles. Mais c'est celui qui définit la stratégie, qui a la vision, qui la décline en stratégie, c'est lui qui est le responsable ultime. Et c'est la France qui a pensé coloniser ce territoire, ce pays. Ce ne sont pas les Centrafricains. C'est la France qui a déclenché la guerre du Congo-Wara. Ce ne sont pas ces gens-ci. Parce que tout ce qu'ils ont dit aux Français, rentrez chez vous. Et c'est la France qui a dit, je ne rentre pas, je sors les armes. Donc c'est la France qui a déclenché cette guerre-là. C'est la France qui a instauré le franc CFA. Ce ne sont pas les Centrafricains. C'est pas les Centrafricains, c'est la France. Et ils étaient trois parfaits présidents d'hommes qui ont signé l'acte de naissance du franc CFA. Il faut les citer. De Gaulle, René Pleven et Jacques Soustel. Trois Français. Ce sont ces gens qui ont créé le franc CFA, c'est pas les Centrafricains. Or, le franc CFA aspire toute la valeur ajoutée produite dans tous les pays où on l'utilise. Donc, c'est pas les Centrafricains en ce sens-là, de façon principale et ultime, ne sont pas les responsables de la situation actuelle. Il y a des éléments opérationnels qu'on peut regarder par la suite, mais il faut que ce soit clair dans la tête de tout le monde. Le responsable principal de l'incurie centrafricaine aujourd'hui, des difficultés de la Centrafrique, de la République centrafricaine aujourd'hui, et de cette situation qui peut paraître désespérée à certains, tout au moins, avant que ce président qui est là aujourd'hui n'arrive, eh bien, c'est la France. Mais que fait-on dans ce cas de... Par exemple, l'aide budgétaire militaire, l'aide budgétaire française ici en République centrafricaine qui jusqu'en 2021 était d'environ 10 millions d'euros, qui a été suspendue jusqu'à nouvel ordre du fait de la venue des Russes, certainement. Mais il y a aussi quand même le volet formation. Beaucoup d'officiers et sous-officiers centrafricains ont connu des formations dans des académies militaires françaises. Je pense à Saint-Cyr, je pense à l'ENSOA, l'École nationale des sous-officiers, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle le maquillage.
vous maquillez quelque chose. Si je viens chez vous, je vais former quelques officiers, je donne des bourses à quelques étudiants qui vont aller dans les universités, je finance 1 ou 2 routes, je facilite l'installation, je fais ce genre de choses, mais c'est parce que je veux faire autre chose. Après, je vais avoir le marché des télécoms chez vous. Après, je vais avoir le marché des hydrocarbures chez vous. Après, je vais avoir le marché de tout le bois chez vous. Est-ce que ce n'est pas le cas avec tous les autres partenaires? Je pense que nous devons distinguer 2 ou 3 choses. Nous devons commencer par distinguer celui qui a ouvert la porte. Okay. Lorsque vous avez ouvert la porte à quelque chose, c'est vous qui êtes responsable de tout ce qui arrive. La MINUSCA, par exemple, c'est la France qui en est responsable. Elle n'avait qu'à ne pas provoquer le désordre ici. Elle n'avait qu'à dire... Mais, supposons qu'elle était restée jusqu'en 1959. Mais elle n'avait qu'à partir. À laisser ce pays avoir sa monnaie, à laisser ce pays se débrouiller pour former les gens. Vous croyez que quand on a bouté le Portugal de l'Amérique du Sud, les pays ne sont pas construits? Le Brésil fait partie des BRICS aujourd'hui. Donc les gens savent se débrouiller pour s'en sortir. La France n'avait qu'à ne pas rester et à partir. C'est elle qui a choisi de se mettre dans les problèmes et a essayé de couvrir tout ça avec un vernis qu'elle appelle le fardeau de l'homme blanc. Mais qui a invité l'homme blanc ici? Alors donc du coup, ce qui se passe, c'est que c'est elle qui a ouvert la porte. Et comme elle a ouvert la porte, et c'est elle qui a pensé tout ça, parce que c'est le responsable. C'est elle qui a pensé tout ça, c'est elle qui l'a structuré, c'est elle qui l'a théorisé et c'est elle qui a mis en place la stratégie pour atteindre cet objectif. Donc c'est elle qui est responsable de tout. Que la MINUSCA soit là aujourd'hui et que les Centrafricains s'en plaignent, c'est à cause de la France. Donc c'est elle qui est responsable de toutes les exactions que la MINUSCA peut causer ici. Et d'ailleurs, le Mali vient de montrer la voie. Et j'espère que les ONG centrafricaines écoute tout ça. On peut déposer on peut se plaindre à l'ONU. On peut aller se plaindre à l'ONU. L'État centrafricain peut se plaindre à l'ONU. Et je n'ai jamais compris cette affaire où vous dites la RCA est membre de l'ONU. Et vous dites l'ONU décide qu'elle va aider la RCA. Donc je vais vous envoyer des soldats. Aujourd'hui, il y en a 17 000. Vous envoyez des soldats et ces soldats ne sont pas soumis à l'agenda de paix de la RCA elle-même, et ces gens-là ont des missions qui vous sont propres. Ça n'a aucun sens. Je pense qu'il faut que, pendant le temps qu'ils leur restent ici, parce qu'ils sont censés partir, ils ne vont pas rester indéfiniment ici. Pendant le temps qu'ils leur restent ici, je ne sais pas si c'est 1 an ou 2 ans au maximum, ou 3, ou je ne sais pas combien, mais le temps qu'ils restent ici, la MINUSCA doit être sous le commandement direct du président de la République qui délègue ce commandement à son chef d'état-major des armées. Le budget de la MINUSCA doit être géré par l'État centrafricain. Si ce n'est pas le cas, alors ça veut dire que l'ONU a décidé de coloniser la RCA et nous ne pouvons tolérer une telle chose en Afrique en 2022 après les millions de morts. Il y a eu 4 millions de morts que la France a fait au Cameroun pendant la guerre d'indépendance. C'est un génocide horrible. Nous ne pouvons tolérer ce genre, j'appelle la guerre d'Algérie. Après tout ce qui s'est passé à Madagascar, etc., etc. Donc, en fait, c'était pour dire que lorsque vous avez un partenaire qui a détruit l'ADN de votre civilisation, tout ce qui s'ensuit, c'est ce partenaire-là, si vous voulez bien l'appeler ainsi, qui en est responsable. Mais ça ne s'appelle pas un partenaire. Merci, ça s'appelle un agresseur et un pilleur. Merci, Yamtimba. Merci à vous, Dr Yamtimba, président Bandakani. Le Dr Yamtimba a convoqué tout sur le Mali. On sait que du côté du Mali, les autorités d'ailleurs ont été claires de ce côté-là. Ils ont directement indexé la France lorsqu'ils parlaient d'armer les rebelles. C'est des accusations qui deviennent récurrentes vis-à-vis de la France. Aujourd'hui, on parle de la République centrafricaine, où ce pays est également partenaire de ce pays. On parle de sécurité. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de ce, entre guillemets, de ce partenaire centrafricain? Je commencerai par quelques lieux communs. Bon, est-ce que vous pouvez dire aux Français que lors de la colonisation allemande, quand l'Allemagne a envahi la France, vous pouvez dire aux Français et dire aux Allemands qu'il y avait des bonnes choses dans la présente Allemande? Il faut quand même arrêter certaines choses. Il faut arrêter de provoquer les Africains. Il faut arrêter d'attaquer les Africains, de les énerver. Matin, midi, ça veut dire, excusez-moi le mot, des bêtises qui n'ont pas de sens. Vous croyez que les Français, passez le temps à dire aux Allemands que non, vous devez apporter les bonnes choses ici. Celui qui a essayé de le faire de manière réaliste, on l'appelait Pétain. On l'a qualifié de traître à la nation. Vous ne savez pas ça, Pétain?
malgré tout ce qu'il avait fait avant pour la France, putain, c'était le plus grand militaire de la France. C'était pas n'importe qui. Alors, De Gaulle, qui n'avait même pas d'état de service en la matière, mais est devenu un héros. Face au maréchal Pétain, qui était le vrai militaire en France. Mais lorsque l'Allemagne a envahi la France, le gars a compris que il a fait l'armistice. Il a dit que bon, moi je ne peux pas affronter l'Allemagne. Pour l'instant, vous êtes plus fort que nous. On fait l'armistice. Mais Pétain est considéré par des gaullistes en France comme un traître. Pourquoi quand c'est en Afrique, on nous demande d'adorer notre bourreau? Il faut qu'on s'y pas de notre bourreau. Quelqu'un viole ta femme, tu viens l'applaudir. Tu dis vraiment, tu as bien fait. Moi, je suis un impuissant. Permettez-moi l'expression. Hein. Je suis désolé de parler comme ça. Je vais être cru terre à terre. Vous comprenez? Donc, ce débat n'a pas de sens. Il n'y a pas d'histoire à dire que la France a apporté. Elle n'a rien apporté de bon. Rien. Bilan nul. Moins nul. Moins zéro. On va aller chercher les points ailleurs pour commencer à mettre plus. Moins zéro. Alors, quand on parle, tout à l'heure, Bachir a parlé de formation, aide budgétaire, mais c'est sérieux. En termes de formation, elle forme quoi? C'est quoi formation, ça? Lorsque le président Claude arrive au pouvoir, il trouve combien de militaires? Il n'y a pas d'armée. Il n'y a rien. Elle formait donc quoi? 47 Kalachnikov. Ouais. Par contre, vous savez ce qui était présent? 2000 militaires français étaient présents sur ce territoire. 2000! Mais vous formez les gens pour rester. Comment vous formez les gens depuis 1960 jusqu'en 2022 et avant, jusqu'en 93, 96, c'est-à-dire, il n'y a pas d'armée. Pourtant, vous formez les gens chaque année à 5-6, soi-disant. Il n'y a pas d'armée. En plus, il n'y a pas d'armement. Plus grave, vous êtes 2000 dans un territoire où vous formez les armées chaque année. Et vous voulez que nous l'applaudisse, ça? C'est l'escroquerie. Elle forme quoi? C'est de l'escroquerie pure et simple. C'est de la fémania diplomatique. C'est du banditisme d'État. C'est de cela qu'il s'agit. Il ne faut pas caresser ces gens-là. Alors, on va plus loin. On dit Saint-Cyr, on forme les gens à Saint-Cyr. Je suis d'accord. Ok, ils sont tellement bien informés, les Saint-Cyriens de Centrafrique, que tout ce que ça fait, ce sont les coups d'État. Bon, tous ne sont pas comme ça, évidemment. Tous les Saint-Syriens de Centrafrique ne sont pas des putschistes. Mais beaucoup de putschistes qui brillent là sont des anciens Saint-Syriens. Vous prenez le plus Bokassa, il revenait d'Indochine, Bokassa, Jean Bédel Bokassa. Père son âme, ce monsieur que nous avons compris son histoire, c'est pourquoi il est passé. Les Français l'ont tellement maltraité. Calomnié, insulté, Bokassa. Giscard a pris sa femme, lui a fait un enfant, il a volé ses biens. Giscard était un pauvre en France, il est devenu noble. Il a acheté le titre de noble, de comte. Il a acheté ça pour se donner une origine noble. Avec tous les biens de Bokassa qu'il a volé et tous les biens de Centrafrique qu'il a pillé. Je parle de Valéry Giscard d'Estaing. On connaît ça. Jusqu'à prendre la femme de quelqu'un, quelqu'un te reçoit chez lui, te donne tout, tu prends sa femme, tu lui fais un enfant. Ça, c'est la coopération, ça. C'est le partenariat. Voilà le partenariat. Donc, vous prenez depuis Jean Bédel Bokassa, il venait de Chine. Et après, continuez. Oui. Tous ces gens-là, les Columba, les Bozizé, ils ont été bien formés, non? Pas pour protéger le pays, mais pour faire des coups d'État et maintenir le système colonial qui maintient ce pays dans la misère, l'indignité et la pauvreté absolue. Donc il n'y a pas de cadavre, il n'y a rien de bon. Celui qui s'enrichit, c'est la France. La preuve, quand on dit aide budgétaire, c'est la Fémania. La France prend l'argent là au pays centrafricain, elle prend ça où? C'est l'argent de France, c'est fait carrément aux centrafricains. Et c'est leur compte part dans le compte d'opération. Je vous rappelle que le principe de France, c'est la solidarité. C'est-à-dire que si la Centrafrique n'a pas d'argent, l'argent du Cameroun devient celle de la Centrafrique et vice versa, marché partout. Donc l'aide budgétaire, ça vient d'où? Elle prend ça où pour aider les elle prend l'argent là où? La France a quel argent? Elle prend ça où pour aider les Centrafricains, les États centrafricains. Donc à tous ces niveaux-là, il n'y a rien. Il n'y a rien à apprécier, c'est zéro. Par contre, mais il faut dire sa vraie coopération, c'est ce qu'elle fait ici. C'est ça qu'il faut dire. La vraie coopération, ça a commencé depuis la colonisation. Tout à l'heure, il a soulevé ça. La coopération, ça a été de massacrer la moitié de la population de ce pays entre 1928 et 1931. Et ça a continué. Ça a continué à massacrer les Bougandas, à massacrer tout ce peuple-ci et à empêcher qu'il soit un peuple. Alors, en organisant les coups d'État. Les coups d'État, en renversant les présidents quand ça ne plaisait pas, quand leur tête ne plaisait plus à la France, en installant des groupes rebelles armés sur le territoire français, en leur fournissant les armes. Non, je parle du Centrafricain. Oui, en Centrafrique, oui. On est en Centrafrique, non? Oui. Laissons d'abord d'autres pays africains. Ça dit, mais c'est qu'elle fait ailleurs, elle fait ça ici. Donc, elle arme les rebelles, elle les encadre.
Elle a fourni des armes pour déstabiliser la Centrafrique et tuer les populations centrafricaines et les massacrer. La France a une tradition, vous parlez de coopération. Quelle est cette coopération dont l'épicentre est de tuer les présidents qui ne sont pas d'accord avec la politique française? C'est quoi cette politique-là? Toute l'histoire de l'Afrique avec la France, depuis des années 1960, c'est une histoire d'assassinat des présidents. Mais c'est quand même grave qu'un État se spécialise dans l'assassinat des chefs d'État d'autres pays. Qui viennent des pays qui nous donnent tout. Mais que veut la France sans l'Afrique? Ils peuvent manger sans les Africains? Est-ce que la France a à manger sans les Africains? La France est devenue une puissance mondiale à cause des Africains. La récompense, c'est quoi? Les massacres, viols, assassinat des héros, criminalisation du patriotisme et assassinat des présidents patriotes. C'est de cela qu'il s'agit. Et le président Touadéra n'y échappe pas. Alors, continuons par la coopération. Alors, monsieur Rémi Guignolo, c'est pas la coopération? On se souvient de cette affaire, c'est la coopération français qui a été arrêté. C'est la coopération. Oui. Rémi Guignolo, c'est la coopération. Vous savez ce qu'il voulait faire, non? Sa mission, assassiner le président Touadéra. Quel est cet ami? Pendant que l'autre qui est en face tient ses engagements, oui. Lui complote pour le tuer. Bon, la France voulait tuer Touadéra. Touadéra lui a fait quoi à la France? Dis-moi ce que Touadéra fait à la France. Est-ce que nous on tue les présidents français parce qu'ils aiment leur pays? Est-ce que les Africains tuent les présidents français parce qu'ils aiment leur pays? Mais moi je pose la question. Mais pourquoi la France va assassiner un président africain qui aime son pays? Monsieur Guignolo voulait assassiner le président. Nous l'avons dit plusieurs fois. C'était notre théâtre d'information. Nous savons de quoi nous disons, nous avons les preuves. Pourquoi la France, pourquoi un État peut s'organiser pour aller assassiner un autre président d'un autre État? Qu'est-ce que le président Touadéra a fait à la France? Pourquoi on va l'assassiner? Vous savez ce que veut dire tuer un président dans un pays? C'est le plonger dans la guerre et la déstabilisation. Parce que quand on tue un président, c'est un État qu'on a tué. C'est une génération qu'on a assassinée. Alors, la France s'organise. La dernière affaire qu'on a attrapée ici en Centrafrique, l'affaire des 4 soi-disant soldats, là, les 4 capots. Je vais les citer, dans le nom. Alors, l'adjudant Azabo Laszlo, français. L'adjudant Flac Laurent, français. Caporal Bertoloni Christian, nationalité italienne, mais dans la Légion étrangère. Caporal Goranovi Daniel, français d'origine bulgare. Ces gens qu'on a attrapés ici à l'aéroport, alors que le président rentrait des voyages, ils tentaient de faire quoi? De la coopération. C'est la couverture d'un président général de l'ONU, mais qui partait en vacances comme par hasard, le même jour où le président rentrait. Ouais. Cette affaire-ci, ça s'est terminé sur des bases que nous connaissons tous, n'est-ce pas? Comme ils sont chez eux, ils ont fait sortir ces gens-là par les moyens que nous connaissons. C'était quoi? Assassiner le président. Tirer sur lui à bout portant. Il leur a fait quoi? Est-ce qu'on résout des accords comme ça? Est-ce qu'un État n'est pas d'accord avec notre État? On tue les présidents? C'est ça qu'il s'agit? Mais voilà la coopération avec la France. Alors, on tue les présidents, pourquoi? Parce qu'il ne faut pas remettre en cause le statu quo. Un statu quo ténébreux, un statu quo de misère, un statu quo de gangstérisme d'État. Le complexe franco-minusca, franco-onusien, il passe le temps à faire quoi ici? Quand on dit MINUSCA, mais c'est la France qui est derrière. MINUSCA, c'est l'autre cache-sec de la France, c'est le masque de la France, la MINUSCA. Parce que tous les parlants de la MINUSCA ici sont de qui? Ce sont les Français. Même quand ils sont d'un pays étranger, on dit le représentant de l'ONU dans tel pays africain, vous allez voir derrière, quelle que soit sa tonalité, c'est un Français qui est derrière, c'est la France qui est derrière. Le général en chef des missions de maintien de paix, c'est le Français. C'est-à-dire que c'est toujours la France. Mais ils font quoi ici? Ils protègent les rebelles, ils les arment. Il y a un rebelle ici qui est très en vogue là. C'est un Saleh, je crois, Saleh qui? Mahamat Saleh, vous parlez. Mais qui protège ce monsieur? Qui le protège? C'est le complexe franco-minusca qui le protège. Ce monsieur est surarmé. Il prend les armes où? C'est quoi cette coopération française qui n'est pas en mesure d'en finir avec la rébellion ici, les rebelles ici? Mais parlons, posons les vraies questions. Voilà le vrai bilan. Comment vous êtes dans un pays, quelques petits tirailleurs de pacotille, quelques soi-disant rebelles, mais on les a formés où? Quand? Pour qu'ils déstabilisent un pays, toute une sous-région. Et vous êtes là, vous ne faites rien. Vous vous accompagnez. Quand vous dites qu'on donne les renseignements à l'armée centrafricaine, vous renseignez d'abord les rebelles avant de donner à l'armée. Quand l'armée arrive, ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Mais il faut arrêter ça, Manou. Donc,
Le peuple centrafricain... Mais c'est comme à nous le pouvoir. Comment? Ouais, Allez-y, président. Non, je dis qu'il faut arrêter ça. Je dis que c'est pas qu'on fait ça. On va chuter, on va chuter. Vous dites quoi? Oui, nous ne sortons pas là. Oui. La réécriture de la Constitution. Ça aussi, pour un jeune, nous dit cette affaire-là. Oui. Et ce n'est pas l'affaire du président, c'est l'affaire du peuple centrafricain. Ce sont les peuples centrafricains qui doivent s'organiser pour en finir avec cette présence étrangère sur leur territoire. Donc, écoutez, moi je ne prends pas de gants pour dire ça. Les Centrafricains doivent chasser de leur pays la MINUSCA et la France. Les Centrafricains doivent s'organiser pour faire partie ces gens par tous les moyens légitimes. Mais c'est normal. C'est ce que dit l'histoire, c'est ce qu'enseigne la Charte des Nations Unies. Bien sûr. La légitime défense, le droit à la légitime défense, c'est un principe des Nations Unies. C'est un principe fondateur des Nations Unies. Donc nous, on appelle les Centrafricains à se comporter comme les Français se sont comportés devant les Allemands. Alors, ok, d'accord, la France, c'est le pays des Lumières. Mais ok, nous on a vu ce que les Français ont fait avec les Allemands. Aujourd'hui, ça s'appelle qu'ils sont des bons amis. Ce sont des grands amis aujourd'hui. Alors, donc, nous demandons aux Centrafricains de s'inspirer de ce que les Français ont fait aux Allemands, c'est-à-dire les chasser de leur territoire, par tous les moyens que le peuple centrafricain juge utile, juge conforme, n'est-ce pas, à sa volonté. Et c'est le défi quand la Centrafrique, c'est le défi que c'est la Centrafrique. Parce que tous les grands projets que ce pays n'est-ce pas, ne peuvent pas aboutir tant que l'obstacle géopolitique et géomilitaire majeur constitué par le complexe franco-MINUSCA n'est pas démantelé. Merci, Président Bandakani, pour cette contribution. Eh bien, on va aller vers... Matomba, d'accord. Oui. Oui. Président Matomba, vous avez suivi les analyses des uns et des autres qui semblaient être le même diagnostic, peut-être je me trompe, posé par les autorités centrafricaines afin de faire un autre pas. Ma question serait de savoir, mais avec la France, si ça a échoué, expliquez-nous comment la Russie a fait pour prendre la main dans ce pays. Je ne saurais vous expliquer avec beaucoup plus de détails. Le constat est juste triste et simple. On peut comprendre qu'après 62 ans dits d'indépendance, la République centrafricaine ne connaît véritablement pas un essor de développement. N'est pas sur un véritable chemin, n'est-ce pas, de la construction, si ce n'est maintenant. On ne peut pas dire qu'après 62 ans, n'est-ce pas, la République centrafricaine, ou alors 61 ans, la République centrafricaine a véritablement connu la paix ou la sécurité. Ça me renvoie à un pays qui... le tout premier pays noir qui s'est levé et qui s'est battu pour son indépendance, qu'est Haïti. Vous savez qu'Haïti a plus de 200 ans d'indépendance, mais Haïti est aujourd'hui considéré comme un des pays les plus pauvres au monde. Savez-vous qui sont ceux qui sont à l'origine de cela? Vous direz demain que ce sont les Haïtiens. Mais la vérité, c'est que Haïti ne peut se reconstruire que si les fils et filles haïtiennes décident, n'est-ce pas, de marcher main dans la main et de repenser leur pays. Parce que, encore une fois, c'est la France qui y est. Alors, quand vous regardez l'histoire de la Centrafrique, vous vous souvenez que Karinou, Bokandé sont des gens qui ont inspiré d'autres indépendantistes africains. On a donc décidé peut-être de faire payer la Centrafrique parce que la Centrafrique fait partie, n'est-ce pas, des pays leaders en Afrique. C'est le prix, certainement, qu'on a décidé de faire payer à la Centrafrique. Quand on parle de 62 ans, j'ai entendu des formations. Vous savez qu'on formait des militaires ici avec du bois. Le bois, pas des armes. C'est avec cela qu'on formait des militaires. Pour faire face aux rebelles armés. Et là, vous parlez, pour faire face aux rebelles armés, du moins ceux qui sont considérés comme rebelles, parce que tenez-vous tranquille, moi je ne considère pas des hommes qui portent les armes contre leur pays comme rebelles. Ce sont des terroristes. Sous d'autres cieux, en Occident, lorsque vous prenez un petit canif, un couteau, contre un civil ou contre un militaire, vous êtes considéré comme un terroriste, à plus forte raison si vous tenez une arme. Mais chez nous, il y a un élément de langage clair, simple. Non, c'est un rebelle. Groupe armé. Lorsque vous êtes un groupuscule, c'est un groupe armé. Mais on est même allé plus loin. Vous devenez même, lorsqu'il faudra qu'on vous impose sur la table, vous devenez un groupe politico-militaire. Mais pourquoi ce n'est qu'en Afrique qu'on peut constater ce type de dérive et qu'on peut appuyer cela par ces personnes, en parenthèse, dites
des médiateurs qui subitement apparaissent. Non, il faut ils accompagnent la médiation. On parle de quoi? Lorsque vous portez l'arme contre votre pays, vous êtes un terroriste et l'État doit pouvoir agir. Pourquoi avoir privé? Donc, disons qu'il y a une coopération avec la France, comme vous le dites, depuis 62 ans. Pourquoi le président Touadéra trouve 47 Kalachnikov comme arme? Et tenez-vous tranquille, la première commande d'armes qu'il réussit à faire à la France arrive sans munitions. Et pour qu'elle arrive, c'était tout un problème. Mais lorsqu'elle arrive, pas de munitions, pas de chargeurs. Ouais. Vous expliquez ça comment? Pour quelqu'un qui a l'obligation de protéger les biens et les personnes. Parce que c'est ce pouvoir que le peuple lui a donné. Protéger les biens et les personnes et le territoire. Alors, la question de savoir quel est le meilleur partenaire, c'est... Non, peut-être, je ne voudrais pas vous apprendre votre métier, mais je reformulerai votre question. Quel est le partenaire qu'il ne faut pas avoir? Et pour vous? Et il est clair, le partenaire qu'il ne faut pas avoir, c'est ce pays-là, qu'est la France. Mais vous savez que quand les Russes sont arrivés en République centrafricaine, nous avons quand même cette chance d'être au cœur, n'est-ce pas, des informations, parce que, heureusement ou malheureusement, nous vous côtoyons tous les jours. Et vous savez que les informations fusent de partout. Lorsque les Russes sont arrivés et qu'ils ont décidé, n'est-ce pas, d'entrer dans l'opéralisation militaire, ils ont demandé au président Touadéra 23 jours. Ils ont dit, en 23 jours, nous maîtrisons toute la rébellion en Centrafrique. Vous savez combien de temps ils ont fait pour maîtriser la rébellion? Dites-nous. 22. Où sont passés 60 ans de coopération, ou 40 ans comme vous voulez, et les rebelles continuent à être aux portes de Bangui, dans la ville de Bangui. Comment un autre pays, qui subitement, dans un accord bilatéral de coopération, réussit ce que vous n'avez pas pu faire en 40 ans? Et vous dites quand même que ce sont vos partenaires privilégiés. À un moment donné, il faut arrêter de se moquer des gens. Il faut arrêter de se moquer des Africains. Et il faut pouvoir se regarder en face et se dire, c'est peut-être une punition qu'on voulait vous infliger. Maintenant, on a compris que vous avez compris. Nous, on se retire. Parce qu'en réalité, il ne faudrait pas pousser les Africains aux extrêmes. Vous croyez que c'est plaisant quand un pays arrête la coopération subitement avec un autre? Nous avons été au Mali. Nous avons vu comment ça s'est passé. Nous avons vu le Mali dire à RFI, on ne vous veut plus, à cause de l'instrumentalisation des peuples. Nous avons vu le Mali dire, France 24, vous ne mettez plus ici, parce que ce que vous dites là-bas, c'est pas ce qui se passe ici. Nous avons vu le Mali dire, appeler l'ambassadeur français et lui dire, monsieur, ce que vous êtes en train de faire n'est pas normal, repartez. Nous avons vu le Mali déposer une plainte avec preuve contre, n'est-ce pas, l'implication française dans l'armement des terroristes et le renseignement des terroristes. Comment vous expliquez donc, si la France a tant aimé la Centrafrique, si, je ne sais pas trop, vous avez donné un chiffre là, 10 millions d'euros. Que valent 10 millions d'euros? Au point où on fait un chantage. Budgétaire. Au point où on fait un chantage à un pays. 10 millions d'euros. Il y a des Centrafricains ici qui utilisent plus de 10 millions d'euros l'année. Attention. Au point de faire un chantage. Vous avez vu l'élection, lorsqu'il fallait arrêter l'élection de Catherine Samba Panza au niveau du Parlement. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'ambassadeur français qui conduisait, n'est-ce pas, des travaux, qui allait exiger que si elle n'est pas votée, ils vont arrêter l'aide contre la Centrafrique. Mais on est où? Quel est ce pays qui passe le temps à faire du chantage à un autre? Aujourd'hui, les conséquences sont là. Elles sont réelles. La Centrafrique est occupée par une autre armée qui ne dépend pas de l'armée nationale, qui dépend d'une institution qu'on appelle l'ONU. Et Dieu, quand on sait ce qu'elle vaut aujourd'hui, vous savez, je suis parfois peiné quand je vois que ce sont nos frères encore qu'on utilise, parce que pour la plupart, il y a des contingents africains qu'on utilise dans ce type de mission. On leur dit, bon, vous allez faire ceci, vous allez... Mais allez-y enquêter pour voir si ils sont vraiment là pour des missions de maintien de paix. Parce qu'avec 17 000 hommes dans un pays
comme le Centrafrique, ils n'avaient pas besoin de 12 ans. Ça fait 12 ans qu'ils sont en Centrafrique. 12 ans, il n'y a pas de paix. 12 ans. Il a fallu 22 jours à un autre pays pour que le Centrafrique commence à connaître la paix. Pour que vous puissiez circuler, n'est-ce pas, leur d'un mandat, point à un autre dans président le pays. Matomba, leur mandat est celui de maintenir la paix. Donc il faut qu'il y ait cette paix-là pour qu'ils la maintiennent. Mais si en 12 ans, vous n'avez pas pu maintenir la paix, ça veut dire que vous n'avez pas une raison d'être dans le pays. Et quand notre pays, en 22 jours, on n'a pas dit un mois, attention. Parce quand on parle d'années et de mois, de jours, on peut croire que... où était passée la volonté, n'est-ce pas, de ces contingents, ces différents contingents, n'est-ce pas, de créer ou de maintenir la paix? Où est passée cette volonté? Et déjà, pourquoi ces forces ne sont pas dépendantes du chef de l'État? Pourquoi est-ce que ces forces ont un budget beaucoup plus élevé que le budget même de fonctionnement de l'État? C'est un choix de l'ONU. Et puis, quel choix de l'ONU? C'est un choix de l'ONU. L'ONU n'a pas choisi. L'ONU n'a pas pu ne sont-ils pas libres de donner un budget à leurs éléments sur le terrain? Monsieur Ladan, l'ONU n'a pas pu empêcher les États-Unis d'aller bombarder l'Irak. Bon, les États-Unis l'ont quand même fait. Qu'est-ce que l'ONU a fait après? On ne sait pas. Les rapports de force sont-ils les mêmes? Zelensky en Ukraine, ça c'est récent, a demandé à l'ONU d'envoyer les hommes. Pourquoi c'est en Centrafrique qu'on envoie? Zelensky est demandeur. Il a dit envoyez-moi des hommes, j'ai besoin des hommes, j'ai besoin de l'armement. Donnez-moi pour combattre, n'est-ce pas, la Russie? Pourquoi on n'envoie pas? Expliquez-nous, nous Africains, pourquoi on n'envoie pas et on décide tout simplement de renouveler les mandats des missions sans avis des gouvernements. Parce qu'en réalité, on dit on se fout des gouvernements, on n'a pas besoin de leur avis, on décide tout simplement de renouveler les missions. Pourquoi? Pourquoi en Ukraine? L'Ukraine est demandée jusqu'à présent. Dans ce cas, Président Matomba, vous militeriez pourquoi? Quand on essaie de revoir la coopération avec ces États ou tout simplement écoutez, la rupture totale et définitive? Nous ne sommes pas ceux qui allons dire à la Centrafrique avec qui elle doit avec coopérer. Ce bilan quand même qui est présenté. Ce que nous disons à la Centrafrique, c'est avec qui elle ne doit pas collaborer. En réalité, c'est ça. Maintenant, la Centrafrique, pour ses intérêts, est libre, n'est-ce pas, de choisir des partenaires stratégiques avec qui elle veut bien avancer. Tout à fait. Mais au moins, les chiffres, les données aujourd'hui nous montrent clairement. Mais Madame Siké, montrez-moi un seul pays francophone, d'Afrique francophone qui est développé. Donnez-moi un exemple. Un seul. Je n'ai pas dit deux. Donnez-moi un seul exemple. Selon la vision de... Donnez-moi un seul exemple d'un pays francophone qui soit... Selon la vision... Tout dépend de ce que vous mettez dans le développement. C'est ça. Vous savez que, qu'on le veuille ou pas, nos différents pays sont toujours en voie de développement. Tout à fait. En voie de... Quand on sait qu'on a quand même côtoyé des économies comme celle de l'Indonésie et autres, qu'est-ce qui explique que nous soyons à cette étape encore? Donc il est important de dire aujourd'hui, hier, ils ont réussi le pari. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'ils nous ont enlevé toute la notion de ce que nous avions, parce qu'on nous a fait comprendre aujourd'hui que le monde a commencé pendant l'esclavage. Et pourtant avant, nous avions nos civilisations et nous vivions bien organisés. Lorsqu'on est venu prendre des hommes pendant l'esclavage, on prenait les forts. Vous voyez comme M. Bandakani, sa corpulence là, et puis M. Parfendom, quand on me regardait, on regardait le docteur Yam, on allait nous laisser Bachir là, on allait prendre des gens comme on prenait des gens comme Bandakani et Parfendom parce qu'on voulait des gens forts, des gens qui avaient des muscles pour amener de ce côté-là, pour cultiver des champs de canne à sucre, poser des rails et bien d'autres. Après cette période, ils ont commencé, ils ont créé une histoire qu'ils ont appelée les bourses. On prenait des intelligences. C'est-à-dire, on dit les meilleurs peuvent aller étudier en Occident, je ne sais pas trop, partout là. Les meilleurs partaient. Vous savez qui on laissait? Donc quand on prenait les forts pour l'esclavage, on laissait les faibles, ceux qui n'avaient pas la force physique. Mais c'est ceux-là donc qui sans force physique devaient construire nos nations africaines. Ben, on évolue.
puisque le monde a évolué, on a commencé donc à prendre les intelligences pour les séquilles. Excusez-moi du terme, je ne veux pas dire que les Africains sont des imbéciles, mais on laissait carrément ceux qui n'avaient pas un coefficient intellectuel avancé. Selon eux, en tout cas. Selon eux, voilà. En tout cas. On prenait les premiers, les meilleurs. D'accord. On leur disait, allez étudier, venez. Plus tard, il y a même eu un qui a eu le courage de dire que eux, ils préfèrent l'immigration choisie. C'est-à-dire que on vous demande, vous venez volontairement. On vous présente 2, 3 noirs, entre parenthèses, qu'on brandit comme des réussites dans leur système. Et puis, vous prenez vous-même vos enfants, vous envoyez dans leur système pour aller étudier. Et c'est ceux-là qui vont, entre parenthèses, être préparés pour venir diriger vos pays, nos pays. Donc, il est important aujourd'hui de dire, Madame Siké, que nous avons, nous ne sommes plus à l'étape où on nous disait, où on orientait notre pensée. Nous avons la liberté aujourd'hui de penser et la liberté d'agir. Et cette liberté d'agir doit nous pousser à construire nos propres États. Merci à vous, Président Matomba. On va rapidement faire un tour au standard pour passer également la parole à nos téléspectateurs. Delphin, depuis Gitega au Burundi. Bonsoir Delphin, bienvenue. Allô? Parce que je ne vais pas citer leur nom, ils me connaissent, on se connaît déjà. Donc je vais aller directement dans mon propos. Quant à la question de savoir de quels alliés nécessite le Centrafrique, eh bien je dirais que les alliés dont nécessite le Centrafrique sont déjà sur place. De mon point de vue, il suffit simplement de renforcer la coopération qui a déjà commencé. Je m'explique. D'abord la coopération avec la Russie. Il faut que la Russie, comme elle est en train de le faire au Mali, participe. D'ailleurs, ça a déjà été annoncé par le ministre Lavrov. Ça a déjà été annoncé qu'il faut densifier, dans certains cas encore plus dramatiques, c'est notamment le cas de la Côte d'Ivoire, il s'agira de densifier ou carrément rebâtir les armées des États concernés. Ce chantier a déjà été éminemment commencé du côté de Bangui. Et cela n'empêche absolument pas que des États dignes de confiance, donc j'entends par là des États voisins comme le Cameroun, le Burundi, et pourquoi pas, dans quelques années, quand les armées seront suffisamment fortes, je pense au Mali, à l'Algérie, c'est ainsi que naîtra le noyau des armées africaines si chères à Papa Ngom dans le cadre de l'Union africaine. Le second pays, c'est la Chine. Pourquoi la Chine est l'un de ces quelques États au monde réaliste. Or, avec le Sango, le Centrafrique a besoin d'alliés financiers autres que ces assassins en col blanc du Fonds monétaire international. Et enfin, pour sortir, bon gré mal gré, le Centrafrique apparaît comme un second laboratoire, et aussi pour l'Afrique en général, en ce sens où, comme je l'ai dit il y a quelques jours lors de mes interventions, le Mali est devenu un laboratoire dans le domaine militaire. Le Centrafrique, quant à lui, est un laboratoire dans le domaine monétaire. Donc, à mon avis, tous ces chantiers sont déjà... D'ailleurs, les invités ont eu à l'expliquer, j'en suis sûr, avant moi. Il faut simplement renforcer la coopération qui a déjà été initiée parce que on est loin de l'affaire. On a déjà, oui, c'est vrai, cassé le linge qu'est l'Élysée, mais il nous reste, comme l'appellent les Iraniens, son patron qui est le grand Satan, à savoir les États-Unis. M. Bandakani a raison de rappeler qu'une loi a été votée au niveau du Sénat états-unien et cette loi n'annonce ni plus ni moins qu'ils vont nous combattre. Donc nous devons nous préparer en conséquence parce que même si l'euro chute face au dollar, vous comprenez très bien que le dollar est loin d'avoir chuté. Donc nous devons sécuriser militairement nos territoires afin que dans un avenir proche, nous puissions baser nos futures monnaies sur la richesse de nos sous-sols, aussi bien centrafricains, camerounais, burundais, congolais et j'en passe. Donc, je m'arrête ici pour laisser la parole à d'autres. Pour les médias, une fois de plus, allons de l'avant.
On reste au téléphone, on reste au téléphone. On reste au téléphone. Allô? Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, Oroyo TV. Je peux parler? Bonsoir, Oroyo Média. Bonsoir, la télévision centrafricaine. Bonsoir, tous les panélistes. Bonsoir, nos vaillants journalistes. Je parle de Bachir, je parle de Manuela Siké. Je parle aussi des journalistes de la télévision centrafricaine. Et je commencerai par dire merci à tous ceux qui ont permis à ce que cette émission, cette semaine spéciale ait lieu, à savoir combiner, faire collaborer des médias africains pour pouvoir venir au secours ou alors défendre les valeurs, défendre l'Afrique, éveiller les Africains. Ça, c'est une première. Et nous souhaitons que cette coopération puisse vraiment continuer. Nous voulons remercier, je veux remercier principalement ceux qui ont permis. Nous commençons par le peuple centrafricain qui a élu de pouvoir aussi, s'il n'avait pas voulu, ce média panafricain ne serait pas là-bas. Donc, en parallèle, en même temps, je remercie aussi le président Paul Biya, grâce à lui que nous avons aussi ce média au Cameroun, parce que s'il n'avait pas accepté aussi, comme on le voit dans d'autres pays, on n'aurait pas eu des médias panafricains aussi au Cameroun. Donc, merci à ces deux chefs d'État-là, et merci à ces deux populations, ce même peuple-là. On a divisé en mettant des partis, en mettant, comment on appelle, dirais-je, on mettait des cloisons qui n'existaient pas, et en créant des pays fictifs entre nations, dans toute l'Afrique. Voilà. Maintenant, comme j'appelle de l'étranger, j'appelle là de loin, et que ça peut couper à tout moment, je vais aller d'abord droit au but, ce que je voulais dire, et puis si j'ai un peu de temps maintenant, je pourrais développer je vais commencer par la fin pour revenir au début. Excusez-moi. Alors, on parle de sécurité, et on parle de coopération. Vous savez, il faut toujours consulter l'histoire. L'histoire a montré quoi? L'histoire a montré qu'aux États-Unis, c'est barbare, parce que c'est le terme qu'il faut utiliser. Nous, en plus, le plus souvent, quand on parle des esclaves. Mais jamais, quand on peut parler des Occidentaux, on dit que être ou alors les Occidentaux. Non, ce sont des barbares. Ces barbares avaient pris nos ancêtres, hein. Ils dominaient nos ancêtres, ils ont pris nos ancêtres des humains, ils les ont rendus, ils ont pris ils ont pris frères, ceux qui se sont libérés aux États-Unis, hein, et ils ont créé une ville, je ne connais pas le nom de cette ville-là. Ils ont développé cette ville a été devenue une des villes florissantes, mais il leur manquait quoi? Il leur manquait la force, c'est-à-dire une armée pour se défendre. Les barbares, leurs descendants barbares, ont vu ça, ils étaient jaloux. Qu'est-ce qu'ils ont provoqué? Ils sont allés, ils ont provoqué quelque chose, ils ont boum, depuis cette ville. Cela veut dire quoi? Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que tout ce que nous faisons, l'économie, si nous n'avons pas une armée forte, elle peut construire tout ce qu'elle veut, mais si elle n'a pas une armée forte. Question d'armes de destruction massive, c'est de ça qu'il s'agit. Nous devons être capables de pouvoir dire les choses comme il faut pour pouvoir impulser, donner les idées à ceux qui dirigent pour pouvoir faire les choses. Il faut en RCA, ce qu'il faut sur le plan militaire, c'est quoi? C'est de pouvoir demander une coopération à la Russie, de venir installer des usines de fabrication d'armes. Je dis bien, la RCA ne doit pas se contenter de faire venir les Russes ou alors d'acheter des matériels russes. On peut acheter pour le début, mais très rapidement, et ça je dis c'est valable pour la RCA, pour le Mali, pour tous ces pays qui sont en train d'arracher leur indépendance, ils doivent demander à la Russie. Nous avons tous les matériels, les matières premières.
stratégique pour la fabrication des armes de destruction massive, nous devons demander à la Russie. Notre coopération doit aller au plus loin possible. Nous voulons aussi le transfert de compétences sur le plan technologique de fabrication des armes de destruction massive. Il faut le dire. Ils doivent venir avec des usines et un trafic là. Et nous avons On revient faire un dernier tour de table avec la complicité de la réalisation de ce côté-là. Allô, bonsoir. Alors, je vois Marie Poto qui essaye de nous joindre depuis la France. Marie Poto, bien le bonsoir à vous. Je ne sais pas si elle a, trouvé finalement la ligne. Allô, bonsoir. D'accord, mais merci. Tout le monde, j'espère que vous m'entendez. Le son est bon? C'est Marie Poto. Marie Poto vous salue tous. Je vous respecte. Je vous aime, franchement. Je vous dis merci beaucoup. Singila, pour ce que vous êtes en train de faire à Bangila. C'est une première. Et ce que vous faites là-bas n'a pas de prix. Donc pour moi, vous êtes vraiment des centres. Vous êtes des frères, vous êtes des sœurs. Je vous embrasse et je vous encourage. Peu importe le prix qui a été mis. C'est-à-dire que le prix ne coûtera jamais assez par rapport à votre temps. Parce que je sais que chaque panéliste, je ne sais pas combien on peut vous payer pour être là-bas. Ce n'est que par amour de la RCA. Donc moi, Marie Poto, je vous embrasse et je vous dis merci infiniment. Que Dieu vous bénisse encore et qu'il ait une meilleure connexion la prochaine fois par rapport à cela. Donc que Dieu vous permette de revenir dans les semaines ou dans les mois à venir. Mais ne repartez pas sans moi, hein, s'il vous plaît. Donc merci beaucoup. Je vous kiffe, je vous love et bonne soirée. Merci. Oui, c'est Fort TV. Allô? Oui, D'accord, je pense qu'on va reprendre... on reprend l'antenne et on fait le dernier tour de table. Vous le savez, à 20h heure locale, le grand journal de la télévision nationale va prendre corps. Eh bien, nous avons, messieurs, 18 minutes pour faire un tour de table. 18 minutes. Ah, je vois le président Vandakani. C'est pas évident avec un tel sujet, on le sait. Alors, on reprend comme on a commencé, avec Patient Parfait d'homme. Patient Parfait d'homme. Aujourd'hui, on est arrivé à un niveau où la conscience centrafricaine et africaine est d'accord sur le fait que la coopération avec la France n'a pas été bénéfique pour ce pays. D'où la main tendue vers la Russie, le Rwanda, les autres pays de la sous-région. Chacun a apporté de sa contribution pour qu'on retrouve aujourd'hui ce résultat. Et le président Matomba a rappelé que la seule présence russe a permis en 22 jours de reconquérir plus de 90% du territoire. Un résultat certes efficace. Mais est-ce que cela n'expose pas la Centrafrique à un jeu ou une guerre d'influence entre les grandes puissances? Non, mais écoutez, comme disait Manuel Bango de regretter, mais moi, dans l'une de ses chansons, l'ennemi ne dort jamais. Ouais. Chaque fois qu'on a l'impression que vous avez fait des pas caritatifs, les ennemis en face, qui ont plutôt intérêt à vous maintenir dans une espèce de domination, vont tenter, évidemment, de vous ramener un peu en arrière. Tout à fait. Et Bachir, il n'y a pas de construction nationale sans conscience historique. On doit se avoir l'impression que nous aimons rentrer dans l'histoire. Mais on rentre dans l'histoire pour mieux comprendre le présent et éclairer l'avenir. Oui, préparer l'avenir. Vous ne pouvez pas être dans des espaces comme celui-ci sans de temps en temps convoquer l'histoire pour être capable de mettre des jugements de valeur sur des coopérations d'aujourd'hui.
On a dit beaucoup de choses concernant les affres de la colonie française sur le sol centrafricain. J'ajoute la construction du chemin de fer Congo-Océan. Oui. Je l'ai dit ce matin. Des milliers de jeunes centrafricains morts. J'ai dit des milliers. On nous a parlé de la guerre du Congo. Voilà. Le pays fut complètement décimé. Sa population coupée en deux, dans une partie complètement décimée. On nous a parlé d'ensemble des humiliations, mais surtout de toutes ces années, avec ces coups d'État à répétition qui n'ont pas permis à la Centrafrique de pouvoir se construire. Si vous avez un partenaire et que ce qu'il vous offre comme horizon, c'est quel type de partenaire ça? C'est quoi? Et les gens nous ramènent l'histoire de la Russie. Je vous rappelle tout simplement que lors de la dernière réunion du G7, ce club de ces brigands-là internationaux qui s'est tenu, je crois, en Espagne, ils ont voté un budget de 600 milliards de dollars avec pour ambition de venir sur le sol africain pour contrer ce qu'ils appellent l'influence russe et chinoise. Donc vous voyez l'avenir, ce qui nous attend demain. Et pourquoi? C'est seulement maintenant qu'ils se rendent compte que cette influence soi-disant russe et chinoise leur pose problème. Parce que tant que c'est eux qui avaient les manettes du jeu, tout à fait, et que nous impliquaient, ils nous conditionnaient, comment dire ça, nos développements économiques à base de cette monnaie nazie qu'on appelle le franc CFA, les accords de coopération, les bases militaires, même notre représentation au niveau des instances internationales. Je vous rappelle qu'il y a un sommet de la forêt sur le plan international, je crois que c'est passé à Rio. Vous savez qui a représenté tous les pays du bassin du Congo? C'était le président français. On imagine. Tous les pays. Tous les pays. C'est-à-dire, le gars est devant, et dit qu'il parle au nom de la forêt du bassin du Congo, et tous les chefs d'État africains sont derrière lui. Voilà la réalité. Quand vous parlez de la question de la souveraineté, les gens ne comprennent pas. La souveraineté aussi, c'est avoir la liberté de choisir un partenaire qui peut t'accompagner dans la réalisation d'une certaine mission. Cette liberté-là, elle est indéniable parce qu'elle est même inscrite dans la charte des droits de l'ONU. C'est le sacré-saint principe des droits du peuple à disposer d'eux-mêmes. Pourquoi on nie ce sacré-saint principe aux peuples africains? Pourquoi? Pourquoi? Alors, on fait des procès, on raconte des histoires aux Jeux africains, on organise des sommets de Montpellier, on convoque soi-disant les influenceurs, on fait venir des prétendus intellectuels pour accompagner Macron dans sa tournée, n'est-ce pas, sur le continent africain depuis qu'il s'est fait taper un peu sur les doigts en lui disant mais comment tu peux nous faire perdre le joyau de la civilisation impérialiste qu'est l'Afrique, parce que c'est là où on puise l'ensemble de nos richesses. J'ai dit ce matin, l'organisation de l'impérialisme du monde, c'est-à-dire qu'il y a un centre qui c'est le centre et il y a la périphérie que nous sommes. Nous ne pouvons avoir que des économies extraverties qui ont pour seule fonction d'être le lieu par excellence où on vient puiser, n'est-ce pas, impunément, des ressources pour développer le centre et en omettant une once de prétendue possibilité de développement pour nos propres peuples, dont l'avenir ne peut être que fait de guerre, de misère, n'est-ce pas, et de crimes. Donc, la Russie n'a colonisé aucun État africain. Je dis bien aucun. Au contraire, elle s'est saignée pour être aux côtés des peuples africains dans leur quête de leur reconquête de la souveraineté. Pour le cas de la Centrafrique, on a des leaders, on a cité beaucoup de leaders, mais on a oublié notre grand leader, Abel Ngumba. Oui. C'est vrai qu'on a très peu parlé de lui. On a cité à peine parce que le combat d'Abel Ngumba, qui était d'ailleurs le camarade de promotion d'un certain Félix Roland Moumier, du Cameroun président de l'UPC, lorsqu'ils sont rencontrés à Dakar, à l'Institut William Ponty, on ne peut pas l'oublier. Abel Ngumba a été ici pour beaucoup dans la prise de conscience de cette jeunesse centrafricaine montante. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est le bannissement. Parce que souvent on parle de ceux qui sont arrivés au pouvoir. On oublie ceux qui sont sacrifiés sans arriver au pouvoir parce que justement, pour la France, il ne fallait surtout pas que ces gens-là arrivent au pouvoir sous la menace, parce qu'ils avaient leur volonté politique de transformer les espaces, créer justement ce que nous voyons là aujourd'hui. Donc cet héritage-là, on ne peut pas le renier. C'est notre héritage. Et je dis aux opposants, par là nous sortons. Oui, aux opposants de tous bords, pas seulement en Centrafrique. Comme on dit au quartier, quand c'est bon, il faut reconnaître que c'est bon. Il faut arrêter
n'est-ce pas? Oui. Sur le plan de la consensus, juridisme que j'ai entendu les arguties tout le long de notre séjour aussi. Il faut arrêter de ne pas pouvoir prévoir l'avenir, prédire l'avenir. Ruben Ouniobe disait que nul n'est prophète en politique. Mais les hommes de cœur peuvent prévoir des situations difficiles et suggérer des solutions, n'est-ce pas, pour éviter le pire. Le pire pour le peuple centrafricain comme pour le peuple africain aujourd'hui, c'est de refuser de voir ce leadership éclairé qui se met en mouvement pour sortir justement la Centrafrique de cette nuit noire. Merci à vous, patient parfait, docteur Yambi Timba. On parle de plus de 97% du territoire récupéré par l'État centrafricain depuis justement avec la collaboration russe. Tout à l'heure, le président Matomba disait il ne dira pas avec qui il faut, qui choisir, mais avec qui il ne faudrait pas coopérer. Alors avec ces chiffres, est-ce qu'il faut coopérer avec la Russie, continuer, approfondir la collaboration avec la Russie et rompre définitivement avec les autres? Écoutez, je vais rappeler, puisque nous sommes en conclusion, tout à fait. Je vais rappeler un certain nombre de chiffres. Peut-être que ça va nous aider davantage. Bien sûr. Aujourd'hui, nous sommes le 10 septembre. Oui. Alors, le 9. Le 9 septembre. Oui. Le 9 septembre 2022, l'État centrafricain, au cours des 2 dernières années, a pour la première fois dans l'histoire de ce pays pris le contrôle de 97% de son territoire. Ça veut dire que sur 623 000 km² environ, l'État centrafricain contrôle aujourd'hui 605 000 km² au moins. C'est extrêmement important. Donc, autour de là. Deuxième chose, 16% du territoire ont déjà été prospectés et la valeur des ressources minières à ce jour est de 1 800 000 milliards de francs CFA. Ce qui fait que chaque Centrafricain, là, si on prenait simplement cette valeur et qu'on la répartissait entre 6 millions de personnes, ça ferait 300 millions de francs CFA par citoyen. Ce qui veut dire que si nous lançons le processus d'industrialisation tel que le président l'a présenté dans son programme de 42 000 milliards d'investissements, et que le Sango Coin prend le relais pour que désormais il n'y ait plus les revenus d'exportation qui vont directement au compte des opérations et nourrissent les Français par des allocations chômage. C'est-à-dire des gens se réveillent, allument la télé, ils ne travaillent pas et à la fin du mois ils ont de l'argent. Et ces mêmes gens insultent les Centrafricains en disant que c'est des fainéants, que tous les Noirs sont des fainéants. Si on industrialise, ça va faire au moins 20 fois plus. C'est-à-dire que chaque Centrafricain, le 9 septembre 2022, a une fortune potentielle de 6 milliards de francs CFA. Je vous rappelle que dans le monde, ça équivaut à 10 millions de dollars. Dans le monde, il y a moins de 30 millions de personnes sur 7 milliards qui ont une fortune équivalente à 10 millions de dollars. Je suis en train de parler de l'État centrafricain. Je suis pas en train de parler de Dubaï ou de Qatar. Je parle de la Centrafrique. Mais c'est qu'en Centrafrique, c'est tout le monde qui aura cette fortune-là. Le pays qui a causé tous les problèmes au Centrafrique s'appelle la France. Et qui continue à causer l'essentiel des problèmes de ce pays s'appelle la France. On peut l'accepter, on peut ne pas l'accepter. L'histoire est là. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire qui le dit. Ce pays a un PIB 2021 de 2800 milliards. De 2800 milliards de dollars. Il se trouve que les réserves prouvées de la Centrafrique, c'est à peu près l'équivalent de 3000 milliards de dollars. Qui va chercher quoi chez l'autre? Et vous comprenez pourquoi? Il peut y avoir une armée fantoche en Centrafrique, mais 2000 militaires français surentraînés. Il peut y avoir pas d'école de qualité, pas de formation, pas de formation sanitaire de qualité en Centrafrique, mais on va vous dire oui, mais nous avons formé les gens, vous savez, on forme tout le temps. Formez personne. En réalité, ce que vous faites, c'est que vous entretenez le système que vous avez mis en place qui vous permet de siphonner la valeur de ce ajouté produite dans ce pays.
Voilà la raison pour laquelle nous disons que si la MINUSCA a encore 1 an ou 2 ans ou plus, je ne sais pas combien d'années le peuple centrafricain acceptera encore sa présence, il faudrait que la MINUSCA soit placée sous commandement direct, commandement militaire, administratif et financier du président de la République et avec une gestion quotidienne du chef d'état-major de l'armée centrafricaine. Parce qu'il ne peut pas y avoir 2 commandants en chef dans un pays, c'est pas possible. On ne peut pas avoir un pays avec 2 commandants en chef. Le seul commandant en chef dans un pays s'appelle le président de la République, le chef de l'État. Voilà pourquoi vous comprenez que il peut y avoir différents types de partenaires et il y en a certains qui soit ils préservent l'ADN de votre civilisation. On sait très bien qui a aidé à préserver l'ADN de la civilisation éthiopienne. Et s'il y a donc un autre partenaire qui tue l'ADN de votre civilisation, c'est-à-dire par exemple, au lieu que vous parliez le sango, vous oblige à parler le français. Les Russes n'ont pas demandé aux Italiens de parler le russe. Cela veut dire que vous faites vous-même le choix. Soit vous restez vous-même, soit vous devenez un blanc à peau noire. Et ensuite, cela conduit, pour que tout cela se fasse convenablement, il faut que le Centrafrique se dote clairement d'un texte fondamental qui va orienter son avenir. Et ce texte, avec son comité qui doit être pluridisciplinaire pour intégrer toutes les attentes et tous les idéaux des Centrafricains dans cette constitution. Et il faudrait bien que cesse la mise sous tutelle du chef de l'État et puis cette espèce d'incapacité, disons de blocage de l'État qui empêche que le président aille le plus vite possible. Et je finirai par quelque chose, madame, puisque nous n'avons pas beaucoup de temps. Oui, on n'a plus assez de temps. Il faut qu'au terme de tout ce que nous avons dit tout au long de cette semaine, qu'il soit entendu pour ceux qui veulent aspirer, ceux qui aspirent ou veulent aspirer au titre de partenaire des futurs États africains, l'Afrique ne ferme la porte à personne. Et l'Afrique n'enlève rien à personne, disait le président camerounais. L'Afrique ne ferme la porte à personne. L'Afrique donne l'opportunité à tout le monde de quitter l'Afrique, puisque tous ceux qui sont venus ici devraient partir pour éviter un naufrage vietnamien. Donc il faut que tout le monde quitte l'Afrique, que les gens ramassent leur base militaire et partent. Que les gens s'assurent que leurs suppôts, ce que Bandakar appelle les endocolons, qui mettent leurs endocolons dans leurs avions et dans leurs voitures et partent avec. Parce que s'ils ne le font pas, ils perdront une opportunité extraordinaire de pouvoir travailler avec l'Afrique. Le Centrafrique, là, c'est 3 000 milliards de dollars et le Centrafrique est prêt à partager un peu. Puisque le Centrafrique estime que cette richesse est une richesse naturelle. Et que cette richesse naturelle-là, il n'y a aucun mal à le partager avec l'humanité tout entière, mais que cette richesse est d'abord, premièrement, et sous le contrôle exclusif des Centrafricains, avec donc leurs frères africains qui viendront les aider à la transformer et à la produire, et ceux qui sont ailleurs pourront seulement être aimés. Et enfin, je conclus, les Russes ne sont pas venus ici, les Russes ne sont pas venus ici en bombardant qui que ce soit. Ils n'ont pas atterri par un miracle un jour à la conquête de terre ou à la conquête d'énergie, de sources d'énergie, de matières premières et à la conquête de débouchés pour leurs produits. Les Russes ont arrivé ici en invité. Voilà pourquoi il est important, les invités, les Africains les traitent avec décence et avec beaucoup de joie. Merci à vous, docteur Yam Timba. Je pense qu'on va poursuivre avec Bandakani, président Bandakani, puisqu'on est en train de sortir justement. Alors, dans le cadre de cette problématique, quel partenariat ou partenaire pour la République centrafricaine, pour vous, que répondirez-vous de manière directe? En fait, ce n'est pas la sorcellerie. Le partenariat entre les États, ce n'est pas la sorcellerie, madame Mandela Siku. Le partenariat se fait sur la base de la rationalité. C'est-à-dire que la conscience de ses intérêts immédiats et de ses intérêts futurs. Oui. Donc, qu'est-ce qui fonde la démarche partenariale d'un État? C'est deux ou trois choses. Un, l'histoire et la mémoire des intérêts
et des aspirations qui ont fondé le pays et qui ont rythmé son évolution. Première condition. Oui. La deuxième condition, c'est la mémoire de tout ce qui est l'ennemi du pays, en interne ou en externe. Et le recensement et l'évaluation actualisée des actions de cet ennemi-là. Et enfin, la vision qui dirige le pays. Quand vous avez articulé tout ça, le bon partenaire, ça va de soi. Oui. Ça va de soi. Mais quand j'ai dit tout ça, c'est compliqué de savoir que le bon partenaire des Centrafricains. En tout cas, à travers vos analyses, on comprend. C'est compliqué. Bon, ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Union européenne, ce ne sont pas les États-Unis. Vous savez qu'à l'heure où nous parlons, les États-Unis, là, cet État terroriste, cet État de sauvage, petit sauvage, ont voté une loi qui fait que la Centrafrique est quasiment en guerre contre les États-Unis. Vous savez pourquoi? Parce que la Centrafrique traite avec les Russes. Cette loi a été votée au Sénat américain. Alors nous parlons. C'est-à-dire que ces sauvageons-là qu'on appelle les Américains interdisent à un pays comme le Centrafrique de choisir avec qui il doit coopérer. Coopérer. C'est un parmi tant d'autres. C'est pas un bon partenaire, ça. C'est pas un bon partenaire. Les civilisés ne peuvent pas traiter avec des sauvages. Mais c'est pas eux qui nous ont appris ça. Donc, quand il fait de dire ça rapidement, je vais liquider certains choses pour vous dire que le partenariat avec la France, c'est-à-dire la France n'est pas un partenaire, c'est l'ennemi. La France, c'est l'ennemi historique de la RCA. Ceux qui disent le contraire sont des menteurs. Que par diplomatie, les autorités ne peuvent pas dire ça, nous on comprend. Mais que sur des débats, les gens veulent croire aux Centrafricains que la France est leur ami. C'est-à-dire c'est contraire à l'histoire de ce pays jusqu'à ce jour. Quels sont devenus les militaires qui ont violé les enfants ici? Ils sont allés en France, non? On a dit quoi? Non-lieu. Non-lieu. Vous savez pourquoi? Les gens m'ont dit que, mais, ok, pourquoi le Centrafrique ne dit rien? Pourquoi les autorités ne disent rien? Parce qu'il y a un accord qui est signé ici et qui est imposé à ce pays, comme ils le font ailleurs, que les militaires français, quand ils sont à l'étranger, tout ce qu'ils font, ils ne sont pas responsables de ça. Bon, voilà la coopération. C'est-à-dire, tout ce qu'ils font dans un pays, les militaires français, le pays hôte ne peut pas les juger. On vous impose de signer ça. Madame Manuela Zeki. Oui. Tout à l'heure, M. Matomba convoquait le fait que l'ONU, l'Ukraine a crié au secours à l'ONU. Que tu viens m'aider. Ils ne répondent pas. Pendant que l'Ukraine était en train de crier au secours, l'ONU refusait de voler au secours de l'Ukraine. Vous savez que l'ONU pas son secrétaire général, ils sont allés au Niger et dit qu'il faut que la communauté internationale vienne armer le Niger. Dans un monde sérieux, si on veut suivre la Charte des Nations Unies, M. Guterres aurait déjà démissionné pour avoir fait ça. Vous voyez ce qui est en train de se jouer. À propos de l'influence russe et chinoise, on fait la guerre à l'influence russe et chinoise. Bon, moi, ça me fait sourire. Alors où nous parlons, est-ce que les États-Unis, est-ce que la France, est-ce que l'Union européenne traite avec la Chine? Je vais vous dire, la Chine est à l'heure actuelle, les gens ne le savent pas, le premier partenaire de l'Union européenne. Je dis, allez voir en termes commerciaux. Le premier partenaire de l'Union européenne à l'heure actuelle, c'est la Chine. Madame Manuela, c'est qu'à l'heure actuelle, vous savez que jusqu'au déclenchement de la guerre en Ukraine, la Russie était l'un des premiers partenaires français. Est-ce que vous le savez? Les emplois créés en France par le partenariat avec la Russie s'élevaient à peu de 17 000 emplois. 17 000 emplois. Est-ce que vous vous rendez compte? Bon, dites-moi pourquoi. Des gens peuvent avoir pour partenaires la Russie et la Chine, et ils viennent nous dire de ne pas traiter avec eux. Dites-moi cette affaire. Ça veut dire quoi? Lorsque les Russes et les Chinois passaient directement par la France pour traiter avec nous et que la France ramassait les royautés, ce sont de bons partenaires. Mais dès qu'ils commencent à traiter avec nous directement, sans passer par la France, n'est-ce pas? Ils deviennent de mauvais partenaires. Non, ce débat-là n'a pas de sens. Je vais chuter en disant ceci. On ne peut pas avoir pour partenaire un État qui fait de l'assassinat des chefs d'État africains en général et du chef de l'État actuel de la Centrafrique, un État qui fait de l'installation de groupes rebelles terroristes une politique d'État. Celui-là ne peut pas être un partenaire. Merci à vous, Président Bandakani. Peut-être en 30 secondes. En 30 secondes, Président Matomba, malheureusement, c'est vous le sacrifiez. D'accord, oui. Je pense que tout a été dit. Tout a été dit, oui. Sauf que il faudrait que je vous fasse remarquer que le Quai d'Orsay a reçu ce jour même certains Centrafricains et a mis des moyens
n'est-ce pas, à la disposition de ces derniers pour que ces derniers montent au créneau contre leur propre pays. Vous voyez cette sorte de manipulation constante où on utilise nos propres frères contre nos pays. Nos frères, à un moment donné, doivent dire non à cela. Vous allez voir dans les prochains jours, la Centrafrique, on parlera encore beaucoup de la Centrafrique, mais cette fois pas en bien, mais en mal, mais ce ne sera pas fait par d'autres personnes, parce qu'on paye des gens pour parler de la Constitution qui ne serait pas un bon projet, la réécriture, le Sangocoin qui ne serait pas un bon projet, et vous avez vu que durant notre séjour ici, on a invité des hommes politiques de l'opposition qui ont refusé de venir. Pour certains, selon les informations, ils ont, n'est-ce pas, reçu des récompenses. Est-ce que c'est pas en réponse à ce qui a été organisé ici? Ils ont reçu des récompenses, n'est-ce pas, de ce pays-là qu'est la France. Mais il faut dire que peut-être c'est une réponse à ce qui est en train d'être fait, mais nous n'allons pas nous arrêter là. Nous devons continuer notre travail. Et puis je vais terminer par là en disant, le développement est stratégique, il est pensé. Et vous savez, pour détruire un pays, il ne faut pas forcément utiliser des armes. Vous détruisez son système éducatif, vous avez détruit le pays sur 100 ans. Et aujourd'hui, l'arme n'a que été utilisée en Centrafrique pour empêcher les Centrafricains de s'éduquer. Parce qu'en réalité, dans les 50 prochaines années, on ne voudrait pas avoir un peuple ayant la capacité de réfléchir par lui-même et de faire des choses de lui-même. Donc il est urgent aujourd'hui au peuple et aux dirigeants centrafricains de reconstruire tout un système éducatif approprié, n'est-ce pas, qui va permettre à la Centrafrique et aux Centrafricains de se repositionner comme un véritable État et se projeter dans les 100 prochaines années. Et la réécriture de la Constitution est une des meilleures options. L'adoption du Sangocoin est une des meilleures actions que le peuple centrafricain doit accompagner. Merci Président Matomba, un grand merci à Dr Eyamé Timba, merci également Président Bandakani, patient parfait d'homme, très cher panafricaniste, merci à vous. On va remercier particulièrement et vraiment très sincèrement la direction générale de la télévision nationale centrafricaine, avec à ses côtés la radio nationale également. Un remerciement à la direction des programmes qui a dû bousculer vraiment tout son programme pour que nous ayons ces éditions spéciales, mais aussi la direction technique qui a mis à notre disposition des techniciens des pointes qui ont travaillé aux côtés de Yannick Guidiol et Marius Ntokam pour que vous retrouvez chez vous, dans vos petits écrans, ce que nos panélistes avaient prévu pour vous comme matière grise. Espérons que tout cela va servir la Centrafrique, le Centrafrique et les Africains en général. Je voudrais, messieurs, si vous le voulez bien, citer le président Touadéra. Il a dit lors de son discours à la nation, c'était le 12 août dernier, en prélude à la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance, et je le cite: « Nous ne devons pas ignorer, mes chers compatriotes, que tant d'hommes et de femmes se sont sacrifiés pour que nous vivons aujourd'hui dans la liberté. C'est pourquoi, en tant que nation, nous devons rendre hommage à tous ceux qui ont consacré leur vie au service de notre pays et tous les soldats tombés au champ d'honneur. » Messieurs, madame, j'espère que nous faisons partie de ceux-là qui sacrifient, qui consacrent leur vie au service non seulement de la Centrafrique, mais aussi de l'Afrique tout entière. Siké Doumbé. Voilà, donc c'est sur ces propos qu'on va mettre un terme à cette autre édition, du moins cette série d'éditions spéciales Bangui. On remercie également les téléspectateurs qui nous ont soutenus et qui ont participé massivement justement à ce programme. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin. Singila pour tous. Très bonne soirée à vous.